Bonjour à tous nos auditeurs, ici Camille Mordelinch, vous êtes sur la libre antenne de RFM pour la 26e édition spéciale Russie. Je suis accompagnée de mon camarade Yann Purdom. Yann, bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous essaierons, grâce à nos invités, de sortir d'une forme de polarisation du discours, avec d'un côté la propagande systémique en faveur de l'Ukraine et de l'autre, de notre bord, une lecture peut-être mystifiée de la Russie. Nous tâcherons alors de faire la lumière le plus impartialement possible sur ce qu'il se passe réellement en Russie depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, à l'aide de nos invités qui vivent et travaillent sur place et qui nous partageront leurs expériences. Nous recevons ainsi Daria Dugin, observatrice politique, analyste du mouvement eurasiste international, qui rentre en plus d'une mission dans le Donbass dont elle nous parlera. Daria, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est une joie de participer à l'émission de Égalité Consolation TV officielle et de radio. Merci beaucoup. On va commencer avec notre première question. En 2018, le président Vladimir Poutine est réélu avec une majorité absolue dès le premier tour, récoltant près de 80% des voix, montrant par là qu'il bénéficie d'un large soutien populaire. Mais à l'annonce de la riposte russe en Ukraine, les médias occidentaux ont mis en avant plusieurs tentatives de manifestations, notamment à Moscou ou encore Kaliningrad, pour exprimer la non-adhésion d'une partie de la population qui s'oppose à l'entrée en guerre du pays. S'agissait-il selon vous d'une minorité non représentative ? Sentez-vous que l'opinion publique est toujours favorable aux décisions de Vladimir Poutine ? En somme, comment les Russes perçoivent-ils les opérations militaires menées en Ukraine ? En fait, c'est maintenant c'est le début de la popularité de Vladimir Poutine parce que il a fait un pas très important pour tout le milieu patriote. Il a pris la décision. Donc, il a montré la souveraineté de la Russie avec cette idée de lancer l'opération spéciale militaire. Et donc maintenant, c'est que maintenant que la vraie popularité de Vladimir Poutine, comme vraiment un gouverneur d'un pays si grand, a commencé. Donc, toutes les système médiatique d'Occident essaie de montrer que le processus est inversé. Donc, ce qu'on voit dans les médias avec toutes les protestes, avec toutes les manifs contre l'opération spéciale militaire, c'est que la société du spectacle. En fait, il y a une fête, il y a une manifestation qui après est publiée comme une manifestation, comme plusieurs manifestations qui arrivent chaque jour à Moscou, à Saint-Pétersbourg, quelque chose comme ça. En fait, c'est même pas les minorités. C'est juste des fois qui sont très très rares. Et par exemple, pour moi, c'était étonnant de voir comment la Russie est représentée dans les médias français ou européens, ou plutôt même anglo-américains, parce que ce qu'on voit maintenant dans la presse européenne, d'habitude, c'est ce qui est déjà mis comme les actualités dans les agences de presse anglo-saxons, du monde anglo-saxon. Donc, cette histoire avec les manifestations à Moscou, avec Saint-Pétersbourg, c'est une chose extrêmement exagérée et ça montre juste un côté qui est vraiment exagéré et qui n'existe pas. Donc, maintenant, la popularité de Vladimir Poutine est vraiment commence à monter et c'est étonnant, c'est vraiment étonnant parce que maintenant c'est son temps, son période quand il est vraiment populaire. Donc pour toutes les patriotes, et je crois que nous avons presque tous les pays de patriotes sauf les élites, certains les élites libéraux des années 80. Donc maintenant c'est le temps de la renaissance de la Russie et cette décision avec l'opération spéciale est très bien vue. Évidemment qu'il y a la critique, il y a toujours la critique de côté patriotique, de côté libéral. Sa critique en général partage l'idée que maintenant il faut prolonger cette opération parce que c'est pas une opération contre l'Ukraine, c'est l'opération contre en fait l'occidentalisation de l'Ukraine. C'est cette opération a été commencée à cause de rapprochement de l'OTAN vers les frontières de la Russie et il y a plusieurs buts de cette opération, parmi lesquels il y a des occidentalisations de l'Ukraine. Donc, je crois maintenant que l'opération est soutenue par la plupart des gens.
tout ce que nous voit dans les presses européennes, c'est sort de propagande de l'empire dont Sora a parlé, l'empire anglo-saxon, empire anglo-américain, l'empire néoconservatrice. Et donc, nous devons être très attentifs à ce que nous voyons dans les médias. Il faut absolument regarder la presse de réinformation. Même dans les médias qui étaient pas marginales, qui n'étaient pas encore marginalisés, comme par exemple CNews, nous avons vu Anne-Laure Lebanel qui a parlé aussi sur le conflit, qui a parlé sur ces 8 ans de Donbass. Et donc, c'est important. Ouais, et Daria, mais donc ce que tu nous expliques, c'est que donc la population semble soudée derrière Vladimir Poutine, un peu en 2014 quand il avait décidé d'envahir la Crimée. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais à Moscou. D'ailleurs, on s'était vu, hein, je sais pas si tu te rappelles. Et je me souviens qu'il y avait effectivement un énorme élan patriotique derrière cette annexion, parce que effectivement, la Crimée, c'était un peu un joyau de la couronne de l'Empire russe. Donc ça, je l'avais vraiment senti. Donc, on peut dire que sur cette opération militaire là en Novorussie, il y a le même élan populaire et donc le russe moyen, entre guillemets, est vraiment fait corps avec son président. C'est quelque chose que tu nous confirmes? Absolument, absolument. On voit ça à Moscou, par exemple, sur les voitures, nous pouvons voir le symbole Z, c'est-à-dire que vous êtes avec cette mouvement de cette opération spéciale. Et oui, évidemment, il existe aussi les sorts qui sont contre cette opération. C'est les gens qui sont orientés vers le globalisme, les gens qui collaborent avec les axes anglo-saxons, soit ils ont le travail là-bas. Mais ce qui est important, je participais au Forum économique de Saint-Pétersbourg il y a quelques jours. Et en fait, je viens de rentrer de cet événement assez intéressant. Et j'ai parlé avec certaines élites de la sphère bancaire. C'est la banque VTB, le plus grand banque important. Et j'étais à une sorte de soirée privée avec les dirigeants de ce banque et on a parlé sur l'opération spéciale militaire. Et c'était très intéressant pour moi de comprendre comment les élites financières maintenant comprennent et voient cette opération. Et j'étais vraiment étonnée parce que il était positif. Il disait que c'est la souveraineté de la Russie. Il disait que c'est l'acte antiglobaliste. Et donc ça, c'était important. Donc ce que tu veux dire, c'est que les milieux d'affaires sont derrière Poutine. Mais moi, j'ai une question pour toi parce que donc suite à cette invasion, hein, y a des sanctions qui ont été mises en place par les Occidentaux. Et nous, en fait, ce qu'on aimerait savoir ici, parce que c'est difficile pour nous de se rendre compte, si tu veux, quelle est la vie en Russie et quels sont les impacts réels dans la vie de tous les jours des Russes. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment réagit la bourgeoisie des grandes villes à Moscou qui fait du business avec l'Occident et qui, je pense, est directement impactée, hein, puisque aujourd'hui, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les virements, ne serait-ce que les virements bancaires avec l'Occident sont interdits. La poste, on ne peut plus rien envoyer par la poste en Russie. Il n'y a plus de ligne directe, ni de train, ni d'avion. Donc là, en fait, il y a une espèce de rideau de fer qui est en train de se remettre en place. Et j'imagine que pour les élites bourgeoises qui ont l'habitude de faire du business à Moscou, à Saint-Pétersbourg, moi je les connais, hein, je les ai fréquentés, je pense quand même que la pilule doit être difficile à avaler, non? Évidemment que c'est un choc, c'est toujours la reconstruction géopolitique du monde, ça toujours donne le choc à l'économie. Et donc, oui, évidemment, les avions, la logistique, toutes les choses avec les usines, toutes les business, et maintenant pour l'instant stoppé. Mais c'est en fait ce qui tue l'économie européenne. Maintenant, déjà, nous pouvons le voir. Ça ne tue pas la Russie. Je ne sais pas pourquoi nous sommes mortels dans l'économie, mais les choses que nous voyons avec le course de dollar ou l'euro, ça a vraiment étonné beaucoup de gens. Mais si je peux me permettre une remarque concernant donc le cours du rouble, ce qu'il faut dire, c'est que on ne peut plus aujourd'hui en Russie, on ne peut plus changer ses devises roubles en dollars ou en euros. Il y a quand même un blocage qui a été mis en place par le gouvernement et la Banque centrale de Russie pour empêcher de changer son rouble contre d'autres devises. Donc ce qui fait que in fine le rouble se déprécie moins. Tu peux confirmer ça ou pas? J'ai pas vu ça parce que j'ai échangé les monnaies il y a quelques semaines, il y a 4 semaines, il n'y avait pas de problème. Mais ça dépend aussi ça dépend en fait de combien de la somme, oui, ça dépend de la somme. Oui, voilà, évidemment. Voilà, okay. Donc, j'ai pas spécialement étudié cette question. La chose est celle que maintenant vraiment ce que j'ai vu dans le forum économique, c'est la vraie course vers la dédollarisation, la course vers l'antiglobalisme en économie et en fait le rapprochement vers la Chine et vers l'Inde.
il y a ces deux pôles où nous approchons. C'est aussi important et significant au niveau géopolitique. Et donc, la chose est celle que les sanctions qui étaient mises contre la Russie, ils n'ont pas donné l'effet qui était attendu. Donc, pour la vie quotidienne, pour la vie normale, j'ai presque rien remarqué. Il y a toujours tous les trucs que j'ai achetés. Il y a toujours les prix qui sont pas énormément changés. Donc, tout reste dans le même compromis. Et même le journaliste de BFM TV est venu en Moscou en disant que bon, mais c'est pas, on ne sent pas l'effet des sanctions parce qu'en fait, la vie quotidienne est la même que. Mais il y a une chose qui nous amuse beaucoup, nous ici en France, c'est le retrait de McDonald's qui a été remplacé par une marque ad hoc qui s'appelle Vkusna i Tochna. Donc on a eu le droit à des reportages là-dessus, c'était assez amusant. Donc en fait c'était exactement les mêmes menus, exactement la même chose, sauf qu'on n'avait plus Ronald McDonald, mais on avait un point d'exclamation avec marqué Vkusna i Tochna. Et enfin nous ça nous a beaucoup amusé quoi. Oui, en fait, c'est vraiment paradoxal parce que c'est-à-dire que même le système globaliste dépend de la Russie et ils peuvent pas partir de le market. C'est-à-dire que s'il part, après, il essaye de remplacer son brand par l'autre. Et donc, c'est le même avec plusieurs trucs aussi comme Decathlon. Il va partir et puis ils disent que non, on va rester en Russie. Donc, le problème, c'est que cette vague de sanctions, elle n'était pas du tout efficace. Donc, l'Occident n'a pas compris sur quel point il faut taper pour bloquer la Russie. Et vraiment, pour moi, c'était aussi quelque chose d'étonnant. Parce que moi, je croyais que si l'Occident commence à taper sur notre système économique, qui est vraiment dépendant de l'Occident, à partir des années 80, elle était de plus en plus dépendant du système mondial et bancaire, si ils vont taper sur ce point, s'ils vont bombarder nous par les sanctions, nous allons avoir les problèmes. Et voilà, je crois que on était vraiment prête à partir de 2014, on a commencé ces préparations. Par exemple, on créé l'alternative à SWIFT, le système de transmission d'argent dans les banques. Oui, pour remplacer Mastercard et Visa. Exactement. Oui, mis en place par la Banque centrale russe, oui, tout à fait, oui. Oui, et par exemple, déjà avec la Chine, on a commencé de faire les transactions financières à ce système qui est l'alternative de SWIFT, soit par exemple avec l'Inde, même avant l'opération spéciale. En décembre de 2021, nous avons commencé de vendre les armements aux l'Inde par roupie et les roubles. Donc, on était déjà dans la course vers la souveraineté de l'économie. Et je crois que c'est très important et l'Occident ne pensait pas qu'on a eu cette possibilité de souveraineté dans l'économie. Et c'est une chance historique. Oui, et Daria, vous aviez raison. Effectivement, ça a eu très peu d'impact dans votre vie quotidienne. Mais en plus, c'est assez contre-productif parce que ça pousse la Russie vers la Chine et du coup vers l'émergence d'un monde qui serait multipolaire conduit prioritairement par un axe russo-chinois suivi par toutes les puissances émergentes de type Brésil ou Inde. C'est vrai, en fait, il y a un grand changement de toutes les structures, mais on peut dire qu'absolument que c'est le début de multipolarité. Et donc, même l'Occident a pressé la multipolarité d'être établie. L'OTAN, l'agression d'OTAN, la rêve d'OTAN d'être plus grande, la rêve de cette hégémonie, elle a vraiment créé quelque chose qui n'était pas attendu. Donc, elle a créé la multipolarité et l'opération spéciale militaire, elle a vraiment changé le rythme de tout le processus de la géopolitique. Et donc, nous avons l'Inde, nous avons la Chine, nous avons aussi l'Afrique qui devient de plus en plus indépendant et qui était représentée dans le forum de Saint-Pétersbourg économique. Il y avait les Maliens, il y avait les gens de la République centrafricaine qui ont signé plusieurs contrats. Et alors, c'est vraiment intéressant parce que la France, par exemple, l'Europe, maintenant, on n'est plus dans ce processus de collaboration avec l'Afrique. Mali, nous avons vu ce qui s'est passé, comment Macron a perdu son zone d'influence, et nous voyons que maintenant c'est le changement du monde et l'Europe qui suit encore les règles de jeu du monde anglo-saxon, elle ne va pas gagner. C'est-à-dire s'il y a les tendances pour la multipolarité, c'est déjà bien. Ce qui est passé en France, par exemple, avec les législatives, c'est génial. Je crois que c'est un
vraie révolution, c'est la vraie révolution du peuple. Mais en général, le course d'élite de tous les élites de l'Europe, elle maintenant va mettre toute l'Europe vers le fort, vers la crise. Et c'est incroyable parce que l'Europe, elle perd ses possibilités, ses horizons. Elle doit devenir un pôle indépendant, continentaliste, exactement ce que disaient plusieurs politiciens avant les élections, le pôle, un petit peu de stratégie gaulliste, donc le continent, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas la civilisation de globalisme, n'est pas la civilisation russe, donc c'est un médiateur entre les deux. Mais c'est pas passé et donc pour l'Europe c'est maintenant un grand défi historique, c'est vraiment une tragédie. Et moi je suis très 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 inquiétée par ça parce que je voudrais que l'Europe existe, qu'elle devient de plus en plus fort, mais on voit que les tendances sont maintenant de couper toutes les possibilités et de pouvoir de l'Europe. Donc et maintenant nous voyons vraiment la transformation de toutes les pôles. La Turquie joue le grand rôle maintenant pour la Russie. Même avec Donetsk, ils ont déjà installé le business pendant 8 ans avec le carbone, je crois. Ils ont eu la vente de carbone de Donetsk à Turquie. C'est ce que Pouchkine m'a dit quand je l'ai interviewé, la tête de la République de Donetsk, qui m'a dit qu'ils déjà ils ont des bonnes relations avec la Turquie. Donc, le monde change. Il n'y a plus de cette centre unique dans le monde. Et voilà ce que vous avez dit, que l'Inde, la Chine, la Moyen-Orient qui devient de plus en plus indépendant, la Turquie, l'Afrique. Mais dans ce jeu, on voit plus l'Europe et c'est vraiment un grand dommage. J'espère que quelque chose. Ouais, pour nous, Daria, ici en France, c'est vrai que bon, pour nous, quand je dis pour nous, c'est égalité-réconciliation. Hein. C'est vrai que de voir Poutine et la Russie comme ça tenir tête au mondialisme, mais surtout, comme tu l'as très bien expliqué, faire preuve d'une incroyable résilience économique suite aux sanctions. Hein. Et c'est vrai que le meilleur exemple, c'est de voir le rouble comme ça s'apprécier de semaine en semaine face au dollar et à l'euro. Hein. On a vraiment l'impression que la puissance russe s'exprime à travers cette force du rouble. Et ce que je voulais te dire, enfin ce qu'on voulait te dire, c'est que pour nous, c'est vrai que c'est un grand sentiment d'espoir parce que on a vraiment l'impression ici en Occident que nos élites sont dégénérées, hein, font la promotion des théories LGBT, de l'immigration massive, voilà, où toutes les valeurs traditionnelles sont battues en brèche. Et c'est vrai que de voir Poutine qui ne cache pas sa proximité avec l'Église orthodoxe et qui ne cache pas, enfin dans ses discours, hein, qui se fait le défenseur de la famille et de la tradition. Pour nous, c'est vrai que c'est un grand motif d'espoir. On a d'ailleurs sorti un t-shirt qui s'appelle Poutine vite, qu'on t'enverra, qu'on commercialise chez Contre-Culture. On te l'enverra en cadeau. Et donc, génial, merci beaucoup. Quand je te dis ça, qu'est-ce que tu ressens en fait? Est-ce que les Russes se sentent, bon, de manière entre guillemets, investis d'un combat civilisationnel vis-à-vis de cet Occident décadent? Absolument, je suis heureuse et fière quand tu caractérises la Russie comme ça. Évidemment qu'on a beaucoup de critiques aussi sur certains points, qu'on a la culture libérale, on n'est pas encore libéré dans notre pensée. Et vu que nous avons déjà fait une sorte d'opération militaire spéciale contre le globalisme en Ukraine, nous devons aussi faire ça dans notre conscience. C'est-à-dire qu'il faut absolument construire la ligne contre-hégémonique, anti-hégémonie contre-hégémonie totale. Parce que nous, quand même, nous avons dans les cafés, nous avons encore les chansons américaines et tous. Et donc, on a beaucoup de travail à faire. C'est que le début. Oui, on n'a pas de LGBT propagande, on n'a pas de scandale avec les gynécologues qui sont les secrétaires d'État qui font les viols des femmes. Donc, tout ce qui passe en France, nous n'avons pas encore. Et j'espère qu'on va pas avoir ce truc. Et aussi avec le deuxième ministre, il y avait aussi une chose comme ça, de viol et tout, les Élysées. Donc, nous n'avons pas ça, mais quand même, nous ne sommes pas encore libres dans notre esprit. Donc, nous avons besoin de faire l'opération spéciale militaire dans notre conscience pour avoir la souveraineté cognitive. Ça, c'est très important.
C'est ce que... Le Novorussia dans la tête, quoi. Absolument, oui, parce que nous avons Azovstal avec toutes ces gens russophones, nous avons en nous-mêmes. Et donc, c'est très important. Azovstal, pour rappel, c'est donc l'usine dans laquelle le bataillon Azov s'est retrouvé prisonnier à Mariupol, hein, juste pour les gens qui n'ont pas la référence. Oui, et c'est vraiment important parce qu'en France, vous devrez être fiers et heureux parce que vous avez Alain Soral, vous avez Gueletta en continuation, vous avez des gens qui vraiment ont conceptualisé cette résistance aux hégémonies, cette contre-hégémonie. Et donc, c'est très important. Vous avez eu les nouvelles droites, vous avez plusieurs tendances très intéressantes et importantes. Et donc, la vie intellectuelle, votre vie intellectuelle est très importante et ça aussi doit être un exemple pour nous. Donc, il faut absolument qu'on développe la conscience critique, qu'on s'occupe de l'idéologie, parce que nous sommes inconsciemment, nous comprenons tous, nous sommes tous des patriotes. Mais quand il s'agit de dire quelle est l'idéologie, les Russes ils commencent à dormir. Ils n'arrivent pas à avoir cette conscience claire européenne. Ce que tu veux dire, c'est que chez les Russes, c'est instinctif en fait, mais qu'ils ont du mal à le formaliser, c'est ça que tu veux dire? Absolument ça. Par exemple, chez Français, c'est évident. Vous pouvez moi, j'ai envie de te dire qu'en France, c'est l'inverse. Hein. Les gens arrivent à le conceptualiser, mais alors, oui. Quand il s'agit de faire preuve de courage, souvent, il n'y a plus personne, malheureusement, quoi. Oui, nous avons donc le travail. Voilà pourquoi nous avons besoin de la dialogue, parce que nous allons vous montrer comment il faut le faire géopolitiquement ou politiquement, et vous pouvez nous montrer comment il faut le faire intellectuellement, en conceptualisant tout ce qui passe, en donnant les mots, en donnant les concepts. Donc, je crois que c'est vraiment très important d'avoir ces liens entre nos peuples, parce que si on commence d'avoir juste un côté, soit c'est le côté politique, militaire, soit juste le côté intellectuel, on perd le sens de la réalité. Il faut absolument qu'on ait les militaires, qu'on ait la pensée militaire, qu'on ait la pensée géopolitique, qu'on ait la pensée sociologique, qu'on ait la pensée philosophique. Donc, je crois qu'il faut absolument être en contact permanent pour travailler sur le monde multipolaire. Camille? Oui et non, je crois aussi que c'était une des intentions des États-Unis, c'était de séparer définitivement toute tentative d'association entre l'Europe occidentale et la Russie. Pour une formation de l'Eurasie, par exemple, voilà, je pense que vraiment l'intention des États-Unis était celle-ci. Nous diviser. Vous vous souvenez, il y a dans le concept géopolitique, il y a le concept de bloc sanitaire ou cordon sanitaire. En fait, c'est une sorte de zone qui sépare les régions et qui ne donne pas la possibilité pour ces régions de collaboration. Donc, dans le cas de Ukraine était une sorte de bloc sanitaire, le cordon sanitaire, pour bloquer les relations entre l'Europe et la Russie. Et en fait, un des buts de cette élargiment de l'OTAN était de couper tous les liens qui existaient entre la Russie et l'Europe. Et c'est dommage qu'on voit ça, même au niveau de la culture, et qu'en Europe, il y a aussi certains auteurs russes qui sont mis dans la liste de cancel culture. Donc ça c'est vraiment le but. C'était le but de l'Empire, c'était le but de l'Empire anglo-saxon qui voulait détruire toutes les possibles orientations vers le continentalisme de l'Europe. Et donc, en fait, l'Europe est perdue. Ce qu'on voit, c'est mon voix personnelle, ce qu'on voit, c'est que l'Europe commence à perdre la souveraineté. Et même cette petite révolution qui se passe au législatif, soit la révolution de Gilets jaunes, soit les situations qui se passent maintenant en Bulgarie où il y a le renversement de parlement russophobe, soit on voit Italie, les protestes contre l'OTAN. Tout ça, c'est la vie qui commence à faire un combat contre l'Empire. Mais la vie, c'est toujours pas, comment te dire, elle n'est pas structuralisée, elle n'est pas logique. C'est un élan vital, comme Bergson disait. C'est juste quelque chose d'intuition. Et donc, ça peut pas devenir, ça peut pas gagner, comme avec même les législatifs. Ok, moi j'ai une dernière question pour toi, Daria. Quid de l'après-Poutine? Est-ce que tu sens en Russie une nouvelle génération émerger, capable de prendre la relève après Poutine?
Oui, je crois que maintenant nous commençons d'apparaître. Il y a plusieurs gens parmi mes amis qui sont des patriotes. Certains parmi eux sont maintenant en Novorossiya. J'ai beaucoup de gens qui font les combats là-bas et qui ont juste tout coupé à Moscou et commencé de faire son combat militaire. Il y a certains gens qui commencent à s'orienter vers la sphère de d'idéologie. Par exemple, avec mes camarades, on fait des conférences sur la grand changement de nom. Il y a la tradition chinoise, le changement du nom. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre les bons noms pour les bonnes choses, des vrais noms pour les choses. Et donc, pour l'instant, il y a beaucoup d'initiatives aussi de l'Union de la jeunesse eurasiste qui commencent à apparaître. Et je sens ça. Je sens ça si, par exemple, je vois l'autre ville, je fais aussi les conférences pour les jeunes, je vois la nouvelle génération. C'est les patriotes, c'est les gens de multipolarité qui critiquent Yeltsin, qui critiquent l'époque où il était né, qui n'aiment pas le libéralisme et qui maintenant absolument sont consciemment vraiment anti-globalistes. Et donc je crois que c'est la nouvelle génération qui ne savait pas l'époque soviétique et qui est vraiment maintenant l'avenir. Et j'espère que cette génération va vraiment être élevée avec des bons livres. Par exemple, maintenant, je les conseille Alain Soral à Comprendre l'Empire. Et donc, j'espère que tous vos travaux que vous avez eus en France, tous les travaux de Nouvelle Droite qui sont vraiment très importants à lire maintenant, vont aussi l'influencer et vont faire transformer ces gens dans les élites antiglobalistes conscients qui ne seront pas uniquement les patriotes instinctifs, mais qui seront aussi les patriotes très élevés, très intelligents et qui seront élevés dans la culture de la tradition de la pensée française. Parfait. Merci beaucoup, Daria. Merci, Daria. Comme tu l'as dit, il faut absolument qu'on continue à créer des passerelles entre les patriotes russes et les patriotes authentiques français. Donc, ton invitation aujourd'hui à Libre Antenne en est le meilleur exemple. Et j'espère que nous allons continuer cette collaboration, ne serait avec toi et puis aussi avec ce mouvement des jeunesses eurasiatiques, avec bien évidemment ton père, Alexandre Douguine, grand intellectuel russe. Hein. Voilà. Donc, merci pour tout, Daria. Et je te dis à très vite. Merci. Merci beaucoup. Philippe, merci beaucoup pour ta participation à cette libre antenne spéciale Russie. Donc toi, Philippe, tu travailles en Russie depuis 26 ans. Tu es allé en Russie en fait peu après la perestroïka, quand la Russie était ce qu'on pouvait appeler le Far East, hein, un monde plein d'opportunités où il y avait vraiment tout à faire. Et toi, tu y es allé et tu es devenu chef d'entreprise, entrepreneur dans le secteur des cosmétiques, où on peut dire tu as plutôt bien réussi, où tu as plutôt bien développé ton business là-bas. Et c'était très important pour nous de t'avoir dans cette libre antenne, puisque tu es sur place et que tu fais du business sur place. Donc tu es vraiment, je veux dire, au quotidien de la vie russe. Et c'était important pour nous d'avoir ton point de vue, justement. Donc première question, Philippe. Qu'est-ce que ressent la population russe par rapport à cette intervention en Donbass? Et est-ce que Poutine a le soutien de la population russe? Bonsoir à tous. Donc, merci pour cette invitation à participer à votre émission. Effectivement, donc, je vis et travaille en Russie depuis 26 ans. J'ai fondé ma famille ici. Ma vie est clairement basée essentiellement à Moscou. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, alors ce qu'il faut noter, c'est que d'abord, il y a eu quand même une surprise générale de la population après l'annonce de Vladimir Poutine le 24 février. Moi, le premier, enfin, beaucoup de gens avec qui j'échange étaient quand même surpris de cette intervention. Et c'est vrai qu'on a pu constater alors qu'il y avait une
frange très politisée qui représente, on va dire, une petite partie de l'opposition, surtout parmi les jeunes, qui s'est manifestée pendant 2-3 semaines à Moscou et dans quelques villes, notamment Kaliningrad, si je ne me trompe pas, et peut-être Saint-Pétersbourg. Mais en fait, ça n'a pas duré très très longtemps, tout simplement parce que les Russes, l'opinion publique russe connaît très bien le dossier du Donbass, à l'inverse de l'opinion publique française et occidentale en général, qui ne connaissent pas grand-chose. En fait, ici, les Russes savent très bien ce qui s'est passé dans le Donbass ces 10 dernières années. Le coup d'État de Maïdan, les conséquences que ça a eu sur les populations russes qui vivent dans le Donbass. Donc, si on fait un petit rappel historique, il y a eu un référendum en 2014 dans les 2 républiques séparatistes du Donbass qui ont voté à grande majorité pour l'indépendance. C'était lié... Comme ce qui s'est passé en Crimée en 2014. Absolument. Voilà. Il y a eu effectivement deux référendums à Lugansk et Donetsk qui également a obtenu, ce référendum a clairement décidé l'indépendance des 2 républiques. En fait, c'était lié à la réaction, si vous voulez, après Maïdan, il y a eu tout un tas de lois qui ont été votées par Kiev, des lois discriminatoires contre les populations russes. Donc, c'était par exemple la non-reconnaissance de la langue russe comme une langue officielle, parce qu'il faut savoir qu'en fait, si vous prenez l'axe Kiev-Odessa, en gros, la grande majorité des populations parlent le russe. Moi, je suis allé plusieurs fois en Ukraine et vous parlez dans les magasins, vous parlez dans la rue, vous parlez le russe. Hein. Donc, plus on va vers l'est, plus la concentration des populations russes est forte. Donc, dans les 2 républiques séparatistes, c'est à peu près 80% de Russes. À Kiev, Odessa, c'est 50-60 pour les Russes. Donc, quand je dis Russes, c'est vraiment des populations d'origine russe. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire. Donc, en fait, ce que tu dis, en fait, c'est que la population de Russie, en fait, les voit comme des frères et finalement comme des frères qu'il faut protéger, quoi. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, d'accord. Suite à ces 2 référendums, Kiev a réagi brutalement en votant des lois encore plus discriminatoires, donc l'interdiction du russe à l'école. Donc, vous avez des enfants qui parlent que le russe et qu'on leur fait apprendre des mathématiques en ukrainien, ils n'y comprennent rien. Donc, vous comprenez tous les mécontentements que ça a provoqué. Puis, bien évidemment, après, ça a été tout un tas d'attaques, des bombardements sur les villes de Donetsk, Lugansk, etc., etc. Donc, toute cette partie-là, si vous voulez, l'opinion publique russe la comprend, la connaît. Et en fait, pour eux, l'intervention militaire dans le Donbass, c'est une intervention de libération des populations russes. C'est comme ça qu'ici, c'est perçu. Et en fait, il faut noter que plus l'intervention se poursuit, plus l'opinion se consolide sur le fait qu'il s'agit d'une intervention qui est légitime. Il s'agit d'une intervention qui doit défendre, qui libère les populations et qui est tout à fait justifiée. Donc, si vous voulez, maintenant, à peu près, on peut dire que 90% de la population russe soutient la décision qui a été prise par Vladimir Poutine et son gouvernement. Et Philippe, vous avez raison de soulever ce point parce que les populations occidentales sont parfaitement ignorantes de cette situation, parfaitement ignorantes de justement cette volonté séparatiste de ces territoires et en plus ayant été victimes après d'une forte répression. Donc, absolument. Voilà, et donc c'est vrai que pour nous, on a l'impression que la guerre a débuté il y a quelques mois, alors qu'en réalité, c'est une guerre civile qui est à l'œuvre depuis 2014 et qui a fait des milliers de morts. Et Philippe, moi j'ai une question. Donc tu nous expliques que donc le russe, un moyen, fait corps avec Poutine, avec son gouvernement et soutient donc cette intervention. Hein. Mais est-ce que les Russes ont conscience du rôle que joue la Russie dans l'avènement d'un monde multipolaire en fait? Est-ce que les Russes
Russes ont conscience que la Russie, donc via cette intervention au Donbass, s'oppose quand même à l'OTAN, aux États-Unis, à l'Europe, donc à cette espèce de monde occidental avec, on peut le dire, hein, des valeurs qui sont quand même assez décadentes, hein, LGBT, immigration massive, mise à bas de tout ce qui est tradition. Est-ce que le Russe moyen a conscience de ça ou pas du tout? Alors ça, c'est une question un peu plus subtile. Parce que je pense que, bon, déjà, il faut noter que la fin de l'unitéralisme américain et la domination unipolaire des Occidentaux a pris fin, je pense, plutôt, on va dire, suite à la défaite des Américains en Syrie. Voilà. Mais ça, ce sont des questions qui sont plus géopolitique, géostratégique, et qui concerne moins la population russe. Donc ça les dépasse en fait. Ils n'ont pas, conscience de ça. Ils n'ont pas conscience de ça. On peut en parler plus en détail éventuellement, mais je pense que eux, ils voient vraiment la guerre comme l'intervention russe comme une intervention de libération des populations locales. Certainement, les deux républiques vont être rattachées tôt ou tard à la Fédération de Russie. La Crimée, bien évidemment, et il n'est pas non plus impossible que d'autres régions puissent aussi suivre ce rattachement-là, notamment la région de Kherson, qui est une région assez stratégique aussi. Ok, et donc, quid des sanctions, en fait? Est-ce que les sanctions occidentales ont un impact dans la vie de tous les jours du Russe moyen? Donc ça, ce serait ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment réagissent les milieux d'affaires et notamment les élites un peu comprador que moi j'ai côtoyées quand j'étais à Moscou, cette bourgeoisie qui parle anglais parfaitement, qui fait du business avec l'Occident, les États-Unis. On se doute bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, comment les sanctions sont perçues pour le Russe moyen et après vis-à-vis de la bourgeoisie, et même toi, après tu peux même nous expliquer toi dans ton business comment ça te touche? Donc les sanctions, forcément, c'est quand même des sanctions qui sont sans précédent pour un pays souverain. Donc la Russie vraiment est confrontée à un grand défi à ce niveau-là. Mais encore une fois, je pense que les sanctions renforcent au contraire la combativité des Russes, c'est-à-dire ils ne comprennent pas pourquoi il y a une telle pression de la part des Occidentaux. Et bizarrement, même les milieux d'affaires, de plus en plus, sont, on va dire, étonnés, surpris, et voilà, de plus en plus, ils comprennent que maintenant, les ponts avec l'Europe, ils sont coupés. Donc, ils s'adaptent. En fait, si vous voulez, la Russie et d'une manière générale les Russes, c'est un peuple de gens très résilients. Donc, ils en ont vu beaucoup dans leur histoire. Donc, ils s'adaptent. Ça, c'est une de leurs qualités principales. Donc, ils vont chercher tous les moyens pour contourner ces sanctions. Bon, déjà, les sanctions, d'une manière générale, il faut quand même comprendre que elles ont un impact, on va dire, modéré sur l'économie russe. Si vous voulez, le risque principal du gouvernement, au début, c'était d'éviter une forte inflation, une dévaluation du rouble, parce que ça, c'est très, c'est ancré dans les craintes de la population. Eux, ils ont vécu les années 90 où il y avait une inflation de 100% par an. C'était catastrophique, ils ont tout perdu. Donc là, c'était la première des décisions qui a été prise par Poutine, c'était vraiment de stabiliser l'inflation. Donc tout de suite, les taux directeurs de la Banque centrale ont été augmentés à 20%. Il y a eu beaucoup de mesures prises pour la restriction des changes. Donc, c'était l'impossibilité de récupérer des devises. Et c'est toujours le cas? C'est toujours le cas aujourd'hui? C'est toujours le cas. Ouais, c'est toujours le cas. Donc, il y a des problèmes, c'est-à-dire l'impossibilité de virer de l'argent à l'étranger. Alors, ils ont un peu allégé maintenant ces contraintes. Au début, c'était 5 000 euros. Maintenant, c'est jusqu'à 50 000, par exemple, pour une personne physique. Mais du fait qu'il y a quand même pas mal de banques qui ont des problèmes avec l'exclusion du SWIFT, les virements de Russie en Europe, ça passe très, très mal.
Donc ça, c'est des contraintes, bien sûr, pour les hommes d'affaires et pour le business en général, notamment le mien. Ouais, il faut modérer l'appréciation du rouble au regard justement de ces contraintes. C'est-à-dire que une des raisons de l'appréciation du rouble, c'est aussi le fait qu'il est quand même beaucoup plus difficile de changer ces roubles en dollars ou en euros. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que pourquoi le rouble aussi s'est autant apprécié après, c'est que comme les importations ont énormément baissé, en fait, et les exportations augmentaient enfin en roubles, donc il y avait énormément de roubles sur le marché d'échange, donc ça a fait baisser le cours. Et maintenant, c'est devenu un problème, c'est assez contradictoire, c'est devenu un problème pour le gouvernement parce que le rouble est trop fort. Donc, et donc ça pénalise les exportations russes. Exactement, ça pénalise l'exportation russe et ça pénalise aussi le budget. C'est-à-dire que quand vous avez un budget en roubles, il y a moins de rentrées de roubles parce que les impôts sont moins élevés. Gazprom et les grandes sociétés qui sont en partie nationalisées payent moins de dividendes en roubles. Donc, ça pénalise un petit peu le budget. Donc là, actuellement, il y a des mesures qui sont prises pour justement alléger toutes ces contraintes et de nouveau remettre le rouble un peu à son niveau d'avant la guerre, parce qu'il est actuellement trop fort. Mais en fait, ce qui devrait se passer, c'est que comme les importations ont beaucoup baissé, enfin les gens qui importent ici, de plus en plus, ils trouvent des nouveaux partenaires. Alors, souvent au Moyen-Orient, en Chine, en Inde, dans d'autres pays d'Asie. Et donc, petit à petit, je pense quand même que les importations vont de nouveau repartir. Là, on parle beaucoup qu'il va y avoir déjà les automobiles chinoises qui vont remplacer certainement Renault. Renault, oui. Et puis donc, progressivement, je pense que ça va faire quand même remonter le rouble. Et il faudrait qu'il se stabilise autour de 80-85 pour 1 euro. Et donc, toute cette communication occidentale autour des multinationales qui quittent la Russie, c'est vrai ou pas? Enfin, je veux dire, jusqu'à quelle mesure c'est vrai? Parce que la famille Muliez avec Decathlon et compagnie est toujours sur place. Avec le roi Merlin, ils sont toujours sur place. Bon. Donc, et McDonald's. Actuellement, maintenant, je pense que ceux qui ont pris leur décision, c'était pendant les premières semaines de suite à l'intervention. Maintenant, à quelques exceptions près, les gens qui sont restés, ils restent, ils ne bougent plus. Parce que d'autant plus qu'ils voient que le cours est bon. Donc, pour eux, exporter en Russie, c'est faire des affaires. Mais est-ce que ça a eu un impact, ça, dans la vie de tous les jours? Je prends un exemple bateau. Le mec qui va chez Ikea pour sa maison, il y a plus de Ikea. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé ou pas? Ou les magasins Ikea sont encore là? Alors, les magasins sont fermés. Ah, ils sont fermés, d'accord. Ok. Ouais, donc il y a quand même un impact dans la vie de tous les jours des Russes, quoi. Absolument. Des magasins dans lesquels ils avaient l'habitude d'aller sont fermés, quoi. Ok. Qui sont fermés. Les principales marques occidentales, Zara, H&M, Mango, etc., etc. Bon, il y a pas mal de magasins qui sont fermés. Mais tout ça, je pense que petit à petit, ça va revenir. Parce que d'une manière ou d'une autre, soit les sociétés vont revenir parce qu'elles comprennent que quand même il y a du business à faire et vu encore une fois le cours du rouble, ils ont tout intérêt à vendre leurs produits ici. Et après, il y a ce qu'on appelle, le gouvernement a mis en place une politique qui s'appelle l'importation parallèle. Donc, il y a eu un décret officiel qui permet en fait à des produits qui sont sous sanction d'être importés en Russie par d'autres pays. Essentiellement, ce sont les pays du Moyen-Orient, donc Dubaï, le Qatar, et puis aussi tous les pays qui sont dans l'Union, ce qu'on appelle l'Union euro-asiatique. C'est-à-dire, on n'entend pas trop parler, mais c'est des pays importants pour les Russes et des alliés importants pour les Russes. C'est le Kazakhstan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Turquie aussi à une moindre mesure. Bon, la Turquie, ils ont un peu un double jeu, ces pays-là où il y a des barrières douanières beaucoup moins fortes vont en fait permettre de réapprovisionner les Russes par cette politique d'importation parallèle. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, ils vont contourner finalement les sanctions. Et on voit déjà, là, on va sur des marketplaces, l'équivalent de Amazon, etc., etc. On trouve des produits Ikea, on trouve des pièces de rechange pour des automobiles, on trouve des fringues de Zara. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, progressivement, tout ça, ça va se remplacer
Et il va se mettre. En fait, ils sont en train de reconstruire la chaîne logistique qui a été coupée par les sanctions. D'accord. C'est vrai qu'il y a eu un grand coup au niveau des transports, au niveau de la chaîne logistique. Tout ça, c'est coupé, mais ça va nécessiter 2-3 mois. 2-3 mois pour rééquilibrer cette chaîne logistique via des pays parallèles. Alors, ça va avoir un impact sur les coûts, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir une augmentation des prix de 10-15%, mais c'est raisonnable. Et je pense que dans 2-3 mois, les importations auront augmenté, ce qui va faire un petit peu abaisser le rouble. Et dans 2-3 mois, on va se retrouver avec un rouble d'avant la crise. Et on peut dire que la Russie aura gagné la guerre économique. Mmh. Oui. Et quels sont les défis selon toi? Parce que tu as mentionné donc l'usine de Renault. Et je trouve que ça, c'est vraiment un exemple typique de désinformation des deux camps. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu deux sons de cloche. C'est-à-dire que, donc, pour rappel, donc, Renault avait une grande usine à Moscou, hein, et suite aux sanctions, donc, elle l'a revendue à 1 euro symbolique, je crois, à l'État russe, si je ne dis pas de bêtises, ou à une filiale, oui, c'est ça, oui. à une entreprise qui est une filiale, enfin, qui dépend de l'État russe. Voilà. Et moi, j'ai entendu deux sons de cloche. J'ai entendu le son de cloche, donc, pro-russe, c'est-à-dire, oh, il n'y a pas de problème, on va reprendre l'usine, on a fait une affaire, 1 euro symbolique, et ça va pas être un souci. Et puis les Chinois vont nous aider. Voilà, on va repartir comme avant. Et puis j'ai eu un autre son de cloche. La Russie n'a pas les technologies, n'a pas le savoir-faire, et en fait, l'usine est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Donc, est-ce que tu as des informations concernant cette usine? Alors, effectivement, l'usine est à l'arrêt parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un problème sur les pièces détachées. Là, pour l'instant, justement, ils n'ont pas encore suffisamment de pièces détachées pour produire leurs véhicules. En fait, ils veulent lancer sur les usines de Renault… Pièces détachées qui viennent d'Europe? Qui viennent d'Europe, oui. Ouais, okay. C'est ça. Donc ça, il va falloir qu'ils trouvent un moyen pour se les faire approvisionner par des pays tiers. Et ça va prendre, comme je disais tout à l'heure, environ 2-3 mois, je pense. Et d'ici la fin de l'année, ils ont pour objectif de lancer sur cette usine 2 marques russes, qui va être la marque Volga. Bon, ce sont des Lada, hein, mais ils ont des véhicules. Les Lada, ça s'est produit dans la région de Samara, à Togliatti, de mémoire, sont d'une qualité pas largement inférieure à nos Renault françaises. Donc, le marché russe va largement les… Ce qui ne veut rien dire. Je pense que le marché russe va largement les accepter, et les Russes, avec leur côté patriote, vont avec plaisir acheter des véhicules russes qui seront, peut-être, on va dire, un petit peu de moins bonne qualité que nos Renault Mégane. D'accord. J'ai écouté, moi, le discours de Poutine là, à Saint-Pétersbourg là, pour le grand sommet là, qui a eu lieu il y a quelques jours. Et j'ai été frappé par l'importance de l'aspect économique et business dans son discours. Qui franchement occupe à peu près les 3/4 du discours. En fait, il a cité toutes les mesures mises en place par le gouvernement et les régions pour inciter les investisseurs internationaux à venir en Russie, et aussi les Russes à faire du business. Enfin, j'ai vraiment senti une volonté d'enjoindre les Russes et les investisseurs à faire du business en Russie, et justement à essayer d'essayer de changer un peu l'image de la Russie, qui peut parfois, pour certains investisseurs, faire peur. On parle de la corruption, hein, on parle aussi peut-être de la violence parfois. Est-ce que tu sens, toi, en tant qu'investisseur en Russie, que les choses évoluent dans le bon sens? Ce forum économique, en fait, est un forum très réputé ici. Ça fait 20 ou 25 ans qu'il est organisé, et c'est vraiment un forum où se rassemble toute l'élite russe, à la fois l'élite politique et l'élite économique, donc les principaux chefs d'entreprise des grandes sociétés. Alors chaque année, d'habitude, il y avait beaucoup d'investisseurs du monde entier, des Occidentaux aussi, forcément, avec une grosse, d'ailleurs, j'ai des collègues de la Chambre commerce et d'industrie franco-russe qui y sont régulièrement, ce forum économique, et qui était encore cette année, alors en moindre nombre. Donc c'est un forum qui justement est toujours basé sur la nécessité de faire venir des investisseurs étrangers en Russie. La Russie est un marché libre en ce qui concerne le commerce. Hein. Autant c'est un marché, autant il contrôle les principales entreprises stratégiques, hein, dans l'énergie,
les transports, et ça, sont des entreprises d'État, bien évidemment, et c'est nécessaire pour assurer la souveraineté et l'indépendance de l'économie, ce qu'on est incapable de faire dans nos vieilles démocraties. Par contre, une petite et une moyenne entreprise fait ce qu'elle veut en Russie. Donc, le commerce est très libre. Et Poutine, justement, pense là-dessus qu'il faut aider les moyennes entreprises c'est eux qui vont en fait relancer le tissu industriel, le tissu économique en Russie. Donc là-dessus, il a mis en place un tas de mesures justement pour favoriser les investissements et le développement des PME. Et ça, c'est très important pour les Russes parce qu'ils aiment bien faire des affaires. Donc aussi, ça fait partie de leur habitude et ils aiment bien faire du business. Donc il faut leur laisser les mains libres pour le faire. Et cette année, à la place des investisseurs occidentaux, il y avait beaucoup d'investisseurs finalement asiatiques, énormément d'Indiens, des pays, un peu moins de Chine. Hein. La Chine, c'est un peu particulier, peut-être qu'on va en parler après, mais d'Indiens, des pays d'Afrique, l'Égypte était présente. C'était d'ailleurs, il parrainait le forum. Donc forcément, actuellement, dans le contexte actuel, ils ouvrent leur marché à ces pays-là qui vont venir sur le marché et qui vont prendre la place, les parts du marché qu'occupaient nos sociétés occidentales. Oui, donc Philippe, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, toutes ces sanctions vont peut-être être un tremplin à la Russie pour redynamiser son économie, notamment avec de nouvelles associations, avec des pays comme les BRICS, par exemple. Des puissances qui sont émergentes. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Alors, il y a aussi, justement, là, il y a eu une réunion des BRICS cette semaine, par vidéoconférence, et les liens sont renforcés au niveau des pays des BRICS, puisque eux, ils n'ont pris aucune sanction contre la Russie. Donc, ils sont en train de mettre en place, notamment, j'ai vu ça dans la presse, un système pour remplacer équivalent SWIFT pour faciliter les paiements entre tous ces pays. Oui, donc sortir du dollar, en fait. C'est surtout ça l'objectif. C'est ça. Voilà. Donc, les échanges seront payés en roubles, en roupies, en d'autres monnaies des principaux pays. Ouais, j'ai une dernière question. Bon, je vais me faire l'avocat du diable et je vais vraiment mettre les pieds dans le plat. Mais il y a quand même un cliché qui a vraiment la vie dure en Russie, c'est la corruption. Et moi, pour connaître quand même pas mal le pays, il y a quelque chose quand même qui m'a pas mal choqué là-bas, c'est que par exemple quand vous faites arrêter par un flic dans la rue, par exemple je sais pas, vous grillez un feu ou vous êtes en taux d'alcoolémie, tout de suite il va vous proposer de vous arranger via de l'argent, chose qui est franchement aujourd'hui en France, alors peut-être qu'on y arrivera en France, hein, parce que vu la dégradation de la situation, je pense et l'africanisation du pays, je pense qu'on finira par y arriver, mais en tout cas aujourd'hui c'est impossible. J'ai d'autres anecdotes aussi. J'avais un ami qui avait acheté une maison en banlieue de Moscou et il devait se faire raccorder au gaz, et puis donc il prend rendez-vous avec la société de gaz et puis les techniciens ne viennent jamais, et en fait il s'est aperçu après coup qu'en fait il fallait leur graisser la patte, les techniciens, pour qu'ils puissent venir raccorder sa maison au réseau de gaz. Chose qui aujourd'hui en France est vraiment pas compréhensible. Donc ma question, et ça on sait bien que pour le business c'est pas bon la corruption, c'est vraiment un frein justement au développement économique. Est-ce que donc ces deux exemples que je te donne sont exagérés? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on est quand même dans la voie d'une amélioration vis-à-vis de cette problématique? Écoute, je pense que non, les exemples que tu donnes sont effectivement concret. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Hein. Moi, je me suis fait arrêter en voiture à Moscou. Et j'ai dû donner 200 €. Hein. Dans l'idéalisme total. Donc, bien évidemment, ces problèmes-là existent. Alors, c'est peut-être un peu moins fréquent, notamment par rapport quand on se fait arrêter sur la route, parce qu'il y a énormément de caméras, donc finalement, il y a moins de policiers dans les rues. Mais c'est vrai que quand on fait du business, parfois, il faut éventuellement être en mesure de faire un petit cadeau. Alors, ça peut être parfois des cadeaux ou ça s'arrête forcément. Oui, ça fait partie, malheureusement, ça reste encore dans les mœurs. Et on va dire que peut-être c'est l'un des points faibles de la politique du gouvernement ces 10 dernières années, c'est-à-dire que malheureusement, effectivement, ça reste un peu dans les mentalités et c'est difficile de lutter contre ça. Même si, bon, il y a quelques efforts qui sont faits dans certains domaines, mais
ça reste. Maintenant, bon, il faut considérer ça comme en fait, une taxe supplémentaire. Quand on est chef d'entreprise, Ouais, c'est vrai. ok, voilà, on sait qu'il y a des barrières à l'entrée, on sait qu'on a des frais. Bon, ben, parfois, il faut effectivement. Oui, parce qu'un aspect qu'on n'a pas abordé, Philippe, mais qui est très important, c'est la fiscalité en Russie, qui est quand même beaucoup plus intéressante qu'en France. Absolument, justement. Ça, il faut en parler, oui, c'est très important. 15% d'impôts sur les revenus, c'est largement inférieur à n'importe quel pays. Donc, c'est pour ça qu'on peut considérer aussi que s'il y a un petit frais qui va se rajouter à ces 13%, c'est pas si grave que ça. Voilà. Après, l'impôt, les dividendes, c'est 18%. Les charges sociales sont aussi moins élevées qu'en Europe. Vous êtes à 35% sur les charges sociales. Voilà. Donc, mais les caisses de l'État sont pleines. Attention, les caisses de l'État sont pleines. C'est d'ailleurs encore une fois un des atouts pour lequel la Russie résiste si bien aux sanctions, c'est-à-dire que le budget de l'État est excédentaire. Hein. Donc, chaque année, il y a du bénéfice qui rentre dans les caisses de l'État. Et Philippe, la TVA est à combien en Russie ? 20%. 20% ? Oui. Surtout ? Surtout, oui. Ah ouais, d'accord. Ah, donc c'est quand... Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que à combien est le litre d'essence ? Alors, il est à 50 à peu près, je ne dis pas de bêtises. Non, il est à 30 roubles. Le donc, litre ? ça correspond à peu près à 50 centimes. Ah ouais. D'accord. Bon, en France, il est à 2,20 €. Hein. On est à 2,20 € en France. Hein, et ça continue d'augmenter. Sais, et ça va continuer d'augmenter. 50 centimes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tous des gros 4x4. Ça, c'est un truc qui m'avait vraiment frappé à Moscou. C'est qu'ils ont tous des gros 4x4 allemands. Mais bon, à 50 centimes le litre, ils peuvent se le permettre. Un peu plus, peut-être 50, 70 centimes. Ouais. Tu avais une question, Camille. Oui, moi, j'avais une dernière question. Alors, cette fois-ci, plus géostratégique, mais comme vous l'aviez abordé un peu de manière superficielle précédemment. Quels sont les objectifs, vous pensez, de cette opération militaire en Ukraine menée par la Russie ? Est-ce que c'est effectivement ce projet de nouvelle Russie qui serait de rattacher les territoires du Donbass, la Crimée, et peut-être éventuellement une percée vers la mer Noire qui pourrait rattacher la Transnistrie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, moi, je ne suis pas un expert militaire ni géostratégique. Il y a certaines informations qui courent dans la presse, effectivement, qui parlent de ce projet-là. Je dirais que dans toute guerre, il y a des gens qui sont favorables à la guerre et des gens qui sont plutôt qui freinent. Et Poutine fait un peu le choix entre les deux. Si vous allez laisser faire les généraux, eux, ils veulent prendre Odessa sans problème. Oui. Voire Kiev. Attention. Le but, je pense, c'est réellement le but qui a été annoncé par la Fédération de Russie, c'est l'indépendance du Donbass et donc, soyons honnêtes, le rattachement à la Fédération de Russie. Donc ça, c'est les objectifs minimaux. Sécuriser je pense que sécuriser la Crimée, donc avec l'annexion aussi de la région de Zaporojie et de Kherson. Et après, tout dépendra de comment ils vont tôt ou tard se mettre à la table des négociations. Si les Ukrainiens continuent de traîner en longueur et que les Russes continuent leur succès militaire sur le terrain, tôt ou tard, ils vont peut-être augmenter les enchères et ça va aller jusqu'à Odessa, voire au-delà. Voilà. Mais ça, malheureusement. Donc, si demain, les généraux poussent, ça peut effectivement aller jusqu'à là. Une chose est sûre, c'est que la Russie ne perdra jamais la guerre. Parce que si la Russie perd la guerre, à ce moment-là, l'opinion publique est tellement remontée et ils ont payé quand même un prix assez fort. À ce moment-là, il y aura forcément des gros mécontentements et je pense qu'il y aura un pouvoir. Poutine sera renversé, mais pas par des libéraux, comme on pense le croire, mais plutôt par des généraux. Et ce sera encore pire. Par son aile droite. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas du tout en France et en Occident. C'est qu'en fait, c'est vrai que Poutine a une position assez équilibrée entre... Mais il est très modéré. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on le voit comme un faucon ici, mais en fait, en Russie, il est très modéré, ouais. Exactement. Si on suit 50% de l'opinion publique russe, ils sont prêts à aller jusqu'à Odessa, voire Kiev. Voilà. Donc, mais bon, là, le minimum sera acquis, ça c'est sûr.
ou encore une fois, si c'est pas ça, ce sera la révolution en Russie, ce sera la révolution des généraux. Donc ce sera pire, ce sera effectivement là, il peut y avoir des graves conséquences sur la guerre en Europe à des niveaux beaucoup plus élevés. Et là, il s'agit pour l'instant d'une intervention militaire. Voilà. Mais donc espérons que ça en restera là et que les Ukrainiens et leurs sponsors occidentaux vont quand même rentrer dans le monde réel et sortir du monde parallèle dans lequel ils sont actuellement et comprendre que voilà, il faut accepter la défaite, il faut accepter que les régions russes, on parle des régions russophones, encore une fois, hein, c'est tout à fait justifié. Oui, c'est ça, c'est légitime. Les gens qui sont dans le Donbass accueillent avec plaisir, plaisir. C'est des souffrances aussi, forcément, mais ils considèrent ça comme une opération de libération. Donc, il n'y aura aucun problème pour les régions du Donbass à s'intégrer dans la région, dans la Fédération de Russie. Moi, Philippe, il y a un dernier point. C'est vraiment passionnant de t'entendre. Hein. C'est vraiment un son de cloche qui diffère. C'est très intéressant. Moi, je voudrais aborder un dernier point avec toi. Tu as commencé à en parler brièvement. C'est la relation avec la Chine. Tu nous as dit, tu commençais à nous dire que c'est un peu spécial. Est-ce que tu peux développer un peu? En fait, on parlait justement tout à l'heure du monde, de la naissance d'un monde multipolaire. Moi, je pense effectivement, comme je disais tout à l'heure, que ce monde multipolaire est né suite à la guerre en Syrie, ouais. Hein, donc où les Russes vraiment ont tapé du poing sur la table, ils sont vraiment intervenus contre les Américains, et les Américains ont perdu en Syrie. Leur projet avec l'État islamique, etc., a été battu par les Russes. Donc c'était le début, à mon avis, c'était la fin de l'hégémonie américaine et l'entrée dans un monde multipolaire. Maintenant, je pense que c'est pas si simple que ça avec la Chine parce que la Russie n'a pas trop. En fait, chacun des blocs, si vous voulez, moi, comme je vois les choses, dans ce monde multipolaire, ce sont des entités souveraines, indépendantes. Et je ne pense pas que non plus que la Russie et la Chine, chacun ont leurs intérêts différents. Hein. Donc, il y a bien évidemment des accords commerciaux. Il y a beaucoup plus d'échanges commerciaux actuellement. Donc, on peut prendre l'exemple, les Russes vendent beaucoup plus de pétrole à la Chine, à peu près 50% de plus sur le premier semestre. Les Chinois vont vendre leurs véhicules certainement pour remplacer aussi les marques européennes sur le marché russe. On a vu qu'il y avait aussi des infrastructures mises en place, notamment un pont routier qui est entre l'un des premiers ponts routiers, si je ne me trompe pas, à Blagoveshchensk, entre la Russie et la Chine. Donc, les Chinois sont intéressés pour faire du commerce avec la Russie, mais je ne pense pas non plus qu'ils sont intéressés pour soutenir fortement la Russie, et ils craignent aussi le contre-coup des possibles sanctions américaines derrière. Donc, on le voit par exemple avec les histoires sur les microprocesseurs. Ça, c'est un problème assez important pour les Russes. Là-dessus, ils ont un grand retard technologique. Donc, dès qu'il y a eu les sanctions, tous les microprocesseurs qui étaient importés de Taïwan essentiellement, ils ont été bloqués. Donc, et les Chinois se pressent pas non plus pour les remplacer parce qu'ils craignent quand même le contre-coup des sanctions américaines derrière, c'est-à-dire ce qu'on appelle les deuxièmes sanctions, le deuxième niveau, c'est-à-dire s'ils travaillent avec les Russes, ils peuvent se faire bloquer le marché américain. Donc ça pose un problème. Donc les Russes, c'est pas non plus le grand amour avec les Chinois. Voilà, c'est très pragmatique hein, comme relation, c'est du commerce. Mais les Chinois ne soutiennent pas les Russes avec des armes et ils vont pas constituer vraiment un bloc uni contre le bloc, on va dire, américano-européen. Voilà. Et le rapprochement, il se fait plus, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les républiques, le Kazakhstan, l'Arménie, la Biélorussie, bien évidemment, le Kyrgyzstan, les républiques d'Asie centrale, qui, eux, sont des pays proches et qui, vraiment, eux, soutiennent la Russie. Et ils favorisent cette importation parallèle, ces canaux d'importation, toute cette logistique. Les transporteurs kazakhs vont remplacer progressivement tous les transporteurs européens. Donc, c'est ces pays-là qui vraiment soutiennent ce qu'on appelle l'Union euro-asiatique. Mais le bloc politique Chine-Russie
Moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est quand même des intérêts qui divergent parfois. Donc, voilà. C'est mon avis. Mon humble avis. Merci pour tout, Philippe. Merci Philippe, c'était très intéressant. Ouais. Merci d'avoir ton son de cloche, de quelqu'un qui vit, qui fait du business en Russie. Je pense que les auditeurs ont eu vraiment une vision vraie de ce qui se passe là-bas. Et donc, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie de m'avoir invité. Et ça a été aussi un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et j'espère que mon discours a permis de mieux comprendre la situation. Absolument. Merci à toi. Merci. Salut. Au revoir. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette 26e édition de la Libre Antenne. Nous espérons que cette émission vous a permis d'avoir un éclairage sur la réalité en Russie, sur la vie quotidienne. Et comme on l'a expliqué en début d'émission, de sortir un peu de la propagande des deux camps. Voilà, donc nous espérons sincèrement que ça vous a plu et que ça vous permet d'y voir plus clair. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez nous aider via le financement associatif de la rédaction et de la radio de RFM intitulé « À l'avant-garde de la résistance ». Toute aide est la bienvenue. Vous savez, le combat est dur. Nous sommes persécutés par le système et plus particulièrement par les tribunaux. Donc, nous aider financièrement est franchement la meilleure chose que vous puissiez faire si vous en avez envie. Voilà, tout travail de qualité mérite salaire. Cela nous permet de lancer des nouveaux projets et de pérenniser ceux qui sont existants. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Cher Camille, merci à toi pour ta participation. Mais merci à toi, Yann. Et on se retrouve pour un prochain numéro. Au revoir à tous.